Au fond d'une mine abandonnée, une mécanicienne de 21 ans s'approche d'un gigantesque Volvo L350H, cette même machine que 3 ingénieurs avaient déclarée morte à jamais. Mais avant qu'elle puisse la toucher, un éclat de rire résonne tout autour. « Ces chenilles ne bougeront pas même si tu les supplies », se moque un contremaître. Tandis que d'autres la filment avec leur téléphone, elle serre les dents, ouvre son vieux sac à dos, et lorsqu'elle connecte un outil que personne ici ne reconnaît, le silence tombe comme un coup de massue. Une seconde plus tard, elle remarque un détail sur la machine qu'elle fixe intensément, et sur son visage, tout change. La mine, celle de Vaujours en Seine-Saint-Denis, saignait lentement depuis 3 semaines. Imaginez, mes chers amis, 340 ouvriers regardant l'horizon chaque jour avec cette peur silencieuse de celui qui sait que sa famille dépend d'un salaire sur le point de disparaître. Le cœur mécanique de toute l'opération, une bête d'acier de 62 tonnes appelée Volvo L350H, était morte et froide comme les nuits d'hiver en Île-de-France. Cette machine qui avait coûté 850 000 € quand elle était neuve ne valait plus rien désormais. Un monument gigantesque au désespoir. Ces énormes chenilles d'acier, ces bandes métalliques qui devaient tourner pour extraire le gypse de la terre, étaient si bloquées que même avec toute la puissance du monde, elles ne tourneraient pas d'1 centimètre. 3 ingénieurs de Volvo étaient venus de Lyon, avec leurs costumes impeccables et leurs mallettes remplies d'outils sophistiqués, et tous 3 avaient rendu le même verdict terrible, irréparable. Sans un remplacement complet du système de traction, 180 000 €, 4 mois d'attente. Des mots qui sonnaient comme une sentence de mort pour tous ceux qui travaillaient là. Mais ce que personne ne savait, ce que absolument personne ne pouvait imaginer, c'est que ce même jour arriverait quelqu'un qui changerait tout. Quelqu'un que personne ne prendrait au sérieux au début. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, mes amis, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires. Et dites-moi en commentaire de quelle région de France ou de quel pays vous nous regardez. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Duhart avait 48 ans et le poids de 5 morts sur la conscience. Il était le propriétaire de la mine de Vaujours. Oui, mais c'était aussi un homme détruit de l'intérieur. Grand, les épaules voûtées par la culpabilité, les cheveux prématurément gris qui avaient poussé après ce jour terrible, 2 ans plus tôt. Ce jour qui le hantait dans tous ses cauchemars. Ce matin d'octobre, Duhart parcourait les installations avec ce regard vide que tous connaissaient si bien. Le vent d'automne soulevait de petits nuages de poussière grise qui collaient à sa peau. Il pensait aux chiffres. Combien de jours encore pourrait-il maintenir la mine avant l'effondrement? Combien de familles se retrouveraient à la rue? Combien de temps avant de tout perdre? Et alors il la vit, une silhouette petite et humble marchant vers la zone des machines lourdes. Une fille de 21 ans, mince comme un roseau, avec une combinaison marron foncé si usée que les coudes brillaient d'usure. Elle portait un énorme sac à dos et marchait avec détermination entre les machines géantes, comme si elle savait exactement où elle allait. Duhart sentit quelque chose s'allumer dans sa poitrine, de la colère. Cette colère qu'il cultivait depuis 2 ans contre lui-même, mais si facile à diriger vers les autres. « Et vous là-bas » cria-t-il avec cette voix rauque de celui qui a avalé trop de poussière. « Qu'est-ce que vous fichez à traîner ici? C'est une zone interdite. » La fille s'arrêta, se retourna lentement vers lui, et Duhart put mieux la voir. Peau mate, bronzée par le soleil. Cheveux noirs, attachés en une simple tresse. Des yeux sombres qui le regardaient sans peur. Il y avait quelque chose dans ce regard, une tranquillité qui l'irritait encore plus. « Je cherche monsieur Duhart Boyer », dit-elle d'une voix claire et sans hésitation. Je suis là pour le poste de mécanicienne que vous avez publié sur Pôle emploi. Pendant 3 secondes entières, Duhart resta simplement à la regarder. Et puis, mes chers amis, il se passa quelque chose qui me fait encore mal à raconter. Cet homme se mit à rire. Mais ce n'était pas un rire joyeux, non. C'était un rire cruel, rauque et amer, qui venait d'un endroit très sombre de son âme. « Mécanicienne », répéta-t-il, et son rire s'amplifia.
Toi, une gamine qui sait probablement à peine changer un pneu de vélo. Le rire de Duarte commença à attirer l'attention. D'abord 2 ouvriers passèrent, puis 5, puis 20, comme des mouches attirées par le spectacle. Les hommes s'approchèrent, curieux de voir ce qui provoquait tant d'hilarité chez leur patron qui vivait dernièrement dans un sombre silence. Adeline Colbert, car c'était son nom, un nom que personne dans cette mine n'oublierait de sitôt, ne bougea pas. Elle ne baissa pas le regard. Elle attendit simplement qu'ils finissent de rire avec cette dignité silencieuse que seules possèdent les personnes qui ont beaucoup souffert et appris que leur valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. « Je suis venue de Clermont-Ferrand », dit-elle, quand le rire de Duarte cessa enfin. « J'ai travaillé 3 ans chez le concessionnaire Volvo de là-bas. J'ai une expérience spécifique avec les machines lourdes de cette marque. » Volvo. Duarte cracha le mot comme du venin. « Écoute, petite, 3 ingénieurs certifiés Volvo, avec des diplômes d'école d'ingénieur et des années d'expérience, viennent de me dire que ma machine est morte, et tu veux me faire croire que toi, qui as l'air de sortir tout juste du lycée, pourras faire quelque chose qu'ils n'ont pas pu faire ?» Les ouvriers rassemblés étaient déjà plus de 30. Certains riaient, d'autres secouaient la tête avec pitié. Maurice Santerre et Henri Conan, les 2 contremaîtres de Duarte, s'approchèrent avec ce sourire moqueur de celui qui voit du divertissement gratuit. « Patron, » dit Maurice, un homme corpulent à la moustache épaisse, « cette gamine croit vraiment qu'elle va réparer le L350H ? Mon Dieu, c'est vraiment trop drôle. Elle a probablement appris en regardant des tutos sur YouTube. Ou alors son copain lui a appris à faire la vidange et maintenant elle se prend pour une ingénieure, ajouta Henri Lemaigre avec sa voix nasillarde. Les rires se multiplièrent. Quelqu'un sortit son téléphone et commença à filmer. Adeline sentit la chaleur de tous ces regards, le poids de toutes ces moqueries, mais dans son esprit, comme un écho lointain et réconfortant, elle entendit la voix de son oncle Jacques. « Ma fille, le respect ne se demande pas. Il se gagne par le travail bien fait. Une démonstration vaut plus que 1000 mots. Je peux identifier le problème, affirma-t-elle avec fermeté, et je peux le résoudre. » Duarte sentit un nœud dans l'estomac. Cette certitude dans la voix de la fille l'enrageait d'une façon qu'il ne comprenait pas, peut-être parce qu'elle lui rappelait quelqu'un. Quelqu'un qui parlait aussi avec cette même certitude tranquille à propos des machines et de la maintenance. Quelqu'un qu'il n'avait pas écouté. « Tu sais quoi ?» dit Duarte, avec un sourire cruel dessiné sur son visage buriné. « Rendons ça intéressant. Je vais te conduire à cette machine. Et si toi, une gamine qui n'a certainement jamais vu une chargeuse de près, réussit ne serait-ce qu'à identifier le vrai problème que 3 ingénieurs avec des masters n'ont pas trouvé, je te paie 10 000 € de ma propre poche. » Un murmure de surprise parcourut la foule. Ce montant représentait plus que ce que la plupart de ses ouvriers voyaient en 6 mois. Mais Duarte leva un doigt. « Par contre, si tu échoues, si tu n'as aucune idée de ce que tu fais, comme je sais que ça va arriver, alors tu repars d'ici en marchant et en saluant tout le monde, en reconnaissant que les femmes n'ont pas leur place dans les vraies machines. Marché conclu ?» Le silence qui suivit était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Tous les regards étaient sur Adeline, téléphone en train de filmer. Rire contenu guettant sa réponse. Et elle, mes chers amis, avec ce courage qui ne vient que de la douleur et de la perte, avec cette force que seuls possèdent ceux qui n'ont plus rien à perdre parce qu'ils ont déjà tout perdu, hocha la tête. « Marché conclu », dit-elle simplement. Et c'est ainsi que tout commença. C'est ainsi que débuta une histoire qui va vous briser le cœur avant de le guérir. Avant de continuer, mes amis, si cette histoire vous touche déjà, laissez un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Ça nous aide énormément. La marche de la zone administrative jusqu'à l'endroit où le L350H était garé parut interminable. Duarte avançait à grandes enjambées furieuses, soulevant de petits nuages de poussière grise à chaque pas. Derrière lui, Adeline marchait en silence, portant son sac à dos lourd comme s'il faisait partie de son propre corps.
Et autour d'eux, comme une rivière humaine de curiosité morbide, marchaient plus de 50 ouvriers, certains portant encore leur casque jaune, d'autres avec les mains tachées de graisse, tous avec leur téléphone levé, filmant chaque seconde. « Ça va devenir viral, mon pote !» Adeline entendit quelqu'un dire en riant. La fille mécanicienne qui pensait pouvoir jouer dans la cour des grands. Maurice et Henri marchaient aux côtés de Duarte, ajoutant au spectacle avec des commentaires qui faisaient rire la foule. « Patron, on va lui prêter des gants roses pour qu'elle ne se salisse pas les petites mains, » dit Maurice avec cette voix moqueuse. « Ou alors des outils en plastique, » ajouta Henri, « elle arrivera peut-être à les porter. » Chaque rire était comme un petit coup de poignard pour Adeline, mais elle avait appris depuis longtemps à marcher avec dignité, même quand le monde entier semblait rire d'elle. Son oncle Jacques lui avait appris ça. Son oncle Jacques lui avait appris beaucoup de choses. Jacques Colbert était le frère aîné de son père, ce père absent qui était parti quand elle avait 3 ans et n'était jamais revenu. Quand sa mère était morte, il y a maintenant 17 ans, d'une maladie que personne n'avait pu soigner parce qu'il n'avait pas l'argent pour les traitements, c'était l'oncle Jacques qui l'avait recueilli. Il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas de femme, juste une nièce de 5 ans aux yeux effrayés et un amour profond pour les machines qui faisaient du bruit et qui bougeaient. « Ma fille, lui disait-il alors qu'il travaillait dans son petit atelier à Clermont-Ferrand, les machines sont honnêtes, elles ne te mentent pas. Si tu leur donnes de l'entretien, elles fonctionnent, si tu les négliges, elles cassent. Elles sont plus fiables que la plupart des gens. » Adeline avait grandi entourée d'outils et de moteurs. À 7 ans, elle savait déjà identifier le son d'un moteur mal réglé. À 10 ans, elle pouvait démonter et remonter une pompe à eau sans aide. À 15 ans, quand son oncle Jacques avait obtenu un emploi à la mine de Vaujour comme chef ingénieur de maintenance, elle était restée à Clermont-Ferrand, travaillant chez le concessionnaire Volvo sous la tutelle d'un ingénieur suédois à la retraite nommé Erik Lindström, qui avait vu en elle quelque chose que la plupart ne voyaient pas. Un talent pur et une soif de connaissance. Ce furent 3 années intenses. Erik lui enseigna non seulement la mécanique, mais aussi la philosophie de la maintenance prédictive. Il lui apprit à écouter les machines, à lire les symptômes avant qu'ils ne deviennent des pannes. Il lui enseigna qu'un vrai mécanicien n'est pas celui qui répare ce qui est cassé, mais celui qui empêche que ça casse. Et puis, il y a 2 ans, vint l'appel qui divisa sa vie en 2. Accident à la mine de Vaujour, 5 hommes morts, parmi eux l'oncle Jacques. Adeline s'arrêta de marcher un instant, perdue dans ce souvenir douloureux. La machine avait connu une défaillance catastrophique. Le système hydraulique d'une chargeuse avait explosé sans avertissement, répandant de l'huile bouillante et faisant basculer la machine sur un groupe de travailleurs. 5 familles détruites en quelques secondes. Et son oncle Jacques, l'homme qui l'avait élevé, l'homme qui lui avait appris que les machines étaient honnêtes si on les entretenait bien, faisait partie des morts. « Qu'est-ce qu'il y a, petite ?» La voix rauque de Duarte la tira de sa mémoire. « Tu regrettes déjà ? Tu peux encore partir sans te ridiculiser. » Adeline leva les yeux et il était là, le Volvo L350H. Une bête métallique de 62 tonnes qui se dressait comme une cathédrale d'acier sous le ciel gris d'Île-de-France. Ces énormes chenilles, chacune de la taille d'une petite voiture, étaient complètement immobiles. La cabine là-haut, à presque 4 mètres de hauteur, avait les vitres couvertes de poussière. Autour de la machine, des outils étaient éparpillés partout. Des chiffons huileux, des fûts de lubrifiant à moitié vides, les restes du travail de 3 ingénieurs qui avaient abandonné. Duarte croisa les bras, son ombre longue, planant sur Adeline comme une menace. « Cette beauté m'a coûté 850 000 € quand je l'ai achetée il y a 5 ans, dit-il assez fort pour que tout le monde entende. C'est le cœur de cette mine. Sans elle, pas d'extraction. Sans extraction, pas de revenus. Sans revenus, 340 familles se retrouvent à la rue. Tu comprends, petite? On ne joue pas ici. » Il fit une pause, la regardant avec mépris. 3 ingénieurs de Volvo, des gens avec des masters et des certifications internationales, ont passé une semaine entière à examiner chaque centimètre de cette machine. Et tu sais ce qu'ils ont dit?
que le système de traction est complètement foutu, que les chenilles ne tourneront plus jamais sans un remplacement complet qui coûte 180 000 € et prend 4 mois pour arriver de Suède. Les ouvriers murmurèrent. Certains secouèrent la tête avec regret. Tous connaissaient ces chiffres, tous savaient ce qu'ils signifiaient. Mais toi, continua Duarte, sa voix maintenant chargée de sarcasme, une gamine avec une combinaison d'occasion et un vieux sac à dos, tu vas prouver que ces 3 ingénieurs avaient tort. C'est ça? Adeline ne répondit pas. Elle marcha simplement vers la machine. Elle posa son sac à dos au sol avec précaution, comme s'il était sacré. Elle défit sa tresse et rattacha ses cheveux plus serrés. Et alors, mes chers amis, quelque chose se passa que même les plus moqueurs remarquèrent. Sa posture changea complètement. Elle n'était plus une fille humble en train de se faire humilier. Elle était une professionnelle, évaluant son terrain de travail. Ses yeux parcoururent la machine avec une intensité qu'elle n'avait pas montrée jusque-là. Elle fit le tour du L350H, lentement, touchant les surfaces, se penchant pour regarder dessous, observant des connexions que la plupart ne remarqueraient même pas. « Qu'est-ce que tu cherches, petite ?» demanda Maurice, sur un ton moqueur. « Un bouton magique qui dit « Appuyez ici pour réparer ?» Des rires, toujours plus de rires. Mais Adeline ignora tout. Elle était dans son propre monde maintenant. Le monde que son oncle Jacques lui avait appris à habiter. Le monde où les machines parlaient et où elle savait écouter. Elle s'accroupit à côté des chenilles bloquées, les toucha, inspecta la tension des dents d'acier. Les ingénieurs de Volvo avaient passé des jours ici, essayant de forcer le mouvement, lubrifiant, martelant, jurant. Mais Adeline les regarda à peine quelques secondes avant de se déplacer. Duarte fronça les sourcils. Quelque chose dans la façon dont elle se déplaçait lui semblait familier. Cette façon méthodique, sans hâte mais sans pause, révisant les systèmes dans un ordre spécifique qui semblait avoir une logique interne. Il la vit marcher vers le côté de la machine, vers le compartiment du système hydraulique, et il sentit quelque chose de froid dans l'estomac. Parce que 2 ans auparavant, quelqu'un d'autre avait insisté pour toujours vérifier ce système en premier. Quelqu'un d'autre avait répété constamment que le cœur des machines Volvo n'était pas dans le moteur, mais dans le système hydrostatique qui contrôlait tout. Personne n'avait écouté Jacques Colbert, son chef ingénieur, son meilleur ami, l'homme qui était mort avec 4 autres personnes quand une machine similaire avait lâché par manque de maintenance hydraulique préventive. Une maintenance que Jacques avait demandé, supplié, imploré qu'on fasse. Une maintenance que Duarte avait refusée parce qu'elle coûtait trop cher et que les machines fonctionnaient bien, jusqu'à ce qu'elles ne fonctionnent plus. Duarte sentit l'air soudainement trop lourd pour ses poumons. Adeline ouvrit son sac à dos et en sortit des outils, mais ce n'étaient pas des outils ordinaires, c'était un ensemble professionnel de diagnostic Volvo, des manomètres de précision, des débitmètres, des analyseurs de pression hydraulique, des équipements qui coûtaient plus que ce que la plupart de ses ouvriers gagnaient en 1 an. « D'où tu sors ça ?» demanda Duarte, et pour la première fois, sa voix ne contenait pas de moquerie, juste de la confusion. Adeline ne répondit pas immédiatement. Elle connectait un manomètre au port de test du système hydrostatique. Une connexion si petite que la plupart ne sauraient même pas qu'elle existait. Ses mains se mouvaient avec la précision de quelqu'un qui l'a fait 1000 fois. « Mon professeur me les a donnés, » dit-elle finalement sans lever les yeux. « Eric Lindström. Il a travaillé 30 ans pour Volvo en Suède, avant de prendre sa retraite à Clermont-Ferrand. Il a dit que ces outils étaient trop précieux pour rester rangés quand ils pouvaient être utiles à quelqu'un qui les apprécierait vraiment. » Elle commença à pomper le système, lisant les chiffres sur le manomètre. Son front se plissa. « Les ingénieurs qui sont venus, dit-elle, plus à elle-même qu'aux autres, ont-ils vérifié le système hydrostatique ou se sont-ils concentrés uniquement sur les chenilles ?» Duarte cligna des yeux. Ils se sont concentrés sur l'évident. Les chenilles ne tournaient pas, alors ils ont supposé que le problème était là. Adeline secoua lentement la tête, et bien qu'elle n'ait rien dit en mots,
Ce geste disait tout. Erreur numéro 1. Elle déconnecta le manomètre et se déplaça vers un autre endroit. Elle ouvrit un compartiment d'accès avec une clé spéciale qu'elle sortit de son sac à dos. À l'intérieur, un labyrinthe de tuyaux hydrauliques, de valves et de pompes brillait d'huile vieille. Elle se baissa et mit la tête dans le compartiment, respira profondément et resta immobile. « Contamination », murmura-t-elle. « Particules métalliques dans l'huile hydraulique. Sévère. » Elle se releva. Ses yeux brillaient maintenant de quelque chose que Duarte n'avait pas vu depuis 2 ans, la certitude de quelqu'un qui sait exactement ce qui se passe. « Le problème n'est pas les chenilles, » dit Adeline, se tournant vers Duarte et toute la foule silencieuse. « Le problème est que le système de transmission hydrostatique est complètement contaminé. Les pompes à déplacement variable qui contrôlent le mouvement des chenilles sont obstruées par des particules microscopiques de métal. C'est pour ça qu'elles ne répondent pas. Les chenilles sont bloquées, parce que le cerveau hydraulique qui leur dit comment bouger est aveugle et sourd. » Un silence de plomb absolu tomba sur le groupe. Même les moqueries s'étaient tues. Duarte sentit ses jambes trembler. Ces mots, cette explication, c'était exactement le genre de diagnostic que Jacques Colbert aurait donné. La même philosophie. Ne regarde pas le symptôme, cherche la cause racine. Et alors, les mains tremblantes, incapables de se retenir plus longtemps, Duarte s'approcha du sac à dos d'Adeline qui était au sol. Là, discrètement brodé dans le coin supérieur, il y avait un nom en fil bleu délavé. J. Colbert. Le monde de Duarte s'arrêta. « Colbert », murmura-t-il, et sa voix sonnait brisée. « Ton nom de famille est Colbert. » Adeline le regarda et dans ses yeux, Duarte vit quelque chose qui lui donna envie de fuir, de crier, de disparaître. Il vit de la reconnaissance, il vit de la douleur, il vit une accusation silencieuse. « Jacques Colbert était mon oncle, » dit-elle d'une voix calme mais ferme. « L'homme qui m'a élevé depuis mes 5 ans. L'homme qui est mort ici il y a 2 ans parce que personne n'a écouté ses alertes sur la maintenance préventive du système hydraulique. » Et avec ces mots, mes chers amis, le poids de 2 ans de culpabilité écrasa finalement Duarte Boyer, comme les 62 tonnes de la machine morte devant lui. Si vous êtes toujours là, mes amis, c'est que cette histoire vous touche autant qu'elle m'a touché. Prenez une seconde pour liker cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Le nom tomba sur la foule comme une pierre tombale de granit. Jacques Colbert. Tous dans cette mine connaissaient ce nom. Tous se souvenaient du jour où il était mort. Et maintenant, devant eux, se tenait sa nièce, la fille qui l'avait élevé. La fille que tous venaient d'humilier pendant la dernière demi-heure. Duarte sentit ses genoux céder, mais il resta debout par pur orgueil, même brisé. Son visage, bronzé par des années sous le soleil, avait perdu toute couleur. Ses lèvres tremblaient, essayant de former des mots qui ne sortaient pas. « Tu es... » essaya-t-il de commencer, mais sa voix se brisa comme du verre contre la pierre. « Je suis la nièce de Jacques Colbert », répéta Adeline. Et bien que sa voix soit ferme, ses yeux brillaient de larmes contenues. L'homme qui vous a averti 137 fois, selon ces registres que j'ai dans ses carnets personnels, que l'analyse de l'huile du système hydraulique était cruciale. L'homme qui a supplié pour des protocoles de maintenance prédictive. L'homme qui est mort quand un L350H a lâché parce que personne, absolument personne, n'a voulu l'écouter. Un murmure de douleur parcourut la foule. Certains de ces ouvriers étaient là ce jour terrible. Ils avaient vu les corps, ils avaient aidé à sortir les blessés. Et maintenant, ils comprenaient qui était la fille qui se tenait devant eux. Maurice et Henri, les contremaîtres qui avaient tant moqué, reculèrent de plusieurs pas, les visages pâles, comme s'ils voulaient disparaître dans la poussière. « Je suis venu ici », continua Adeline, essuyant une larme avec le dos de sa main graisseuse, « pas seulement pour le travail. Je suis venu pour comprendre ce qui s'est vraiment passé, pour voir de mes propres yeux l'endroit qui a emporté la seule famille qui me restait, pour découvrir si les erreurs qui l'ont tué se répétaient encore. » Elle se tourna vers la machine géante, et sa voix devint plus dure,
plus professionnelle. Et d'après ce que je vois, elle se répète. Ce L350H a exactement le même problème qui a tué mon oncle. Contamination du système hydrostatique par manque d'analyse d'huile régulière. Vous savez combien coûte une analyse d'huile? 300 € tous les 3 mois. Vous savez combien vaut une vie humaine? Apparemment moins que ça. Duarte tomba à genoux. Il ne pouvait tout simplement plus rester debout. Le poids de la culpabilité, la honte, la douleur de 2 ans refoulés, tout sortit d'un coup dans un sanglot étouffé qui lui déchira la gorge. « Pardon » murmura-t-il, puis plus fort. « Pardon, pardon, pardon. » Mais Adeline ne le regardait plus. Il y avait une machine à réparer. Et s'il y avait une chose que son oncle Jacques lui avait enseignée, c'était que les machines ne pouvaient pas attendre. Parce que quand les machines lâchent, les gens meurent. Elle retroussa ses manches et commença à travailler pour de vrai. D'abord, elle déconnecta tout le système électrique du L350H pour éviter les activations accidentelles. Puis, avec une clé à choc pneumatique qu'elle sortit de son sac à dos comme un magicien sort des lapins de son chapeau, elle commença à démonter les panneaux d'accès au cœur hydraulique de la machine. Chaque écrou, chaque boulon tombait précisément dans un récipient organisé, rien par hasard, tout avec méthode. Les ouvriers, qui une demi-heure avant se moquaient d'elle, regardaient maintenant en silence absolu. Certains avaient rangé leur téléphone, d'autres continuaient à filmer, mais plus avec moquerie, avec un émerveillement authentique. Le système hydrostatique du Volvo L350H, expliquait Adeline pendant qu'elle travaillait, plus pour elle-même que pour les autres, mais tous écoutaient chacun de ces mots, fonctionne avec 2 pompes à déplacement variable qui génèrent un flux hydraulique à pression variable selon la demande. Ces pompes alimentent les moteurs hydrauliques des chenilles. Quand l'huile se contamine avec des particules microscopiques de métal, les composants internes des pompes s'usent prématurément et perdent leur capacité à maintenir la pression. Elle ouvrit le compartiment principal et l'odeur d'huile vieille et brûlée envahit l'air. Elle mit la main à l'intérieur, cherchant des connexions qu'elle ne pouvait pas voir, se fiant uniquement à la mémoire musculaire et à la connaissance profonde. « Ici », dit-elle, en tapant sur une pompe. Pompe numéro 1, usure sévère sur le plateau oscillant. Je peux sentir des stries là où il ne devrait pas y en avoir. Elle retira sa main et elle était complètement noire d'huile contaminée. Au lieu de la nettoyer, elle frotta l'huile entre ses doigts, la porta à son nez et inhala. Particules ferreuses, cuivre, aluminium. Cette huile n'a pas été changée depuis plus de 2 ans, affirma-t-elle avec une certitude absolue. L'analyse spectrométrique qui aurait dû être faite tous les 3 mois n'a jamais été faite. Cette huile détruit la machine de l'intérieur, exactement comme elle a détruit l'autre L350H il y a 2 ans. Duarte, toujours à genoux dans la poussière, sanglotait incontrôlablement, parce que chaque mot qui sortait de la bouche d'Adeline était une vérité qu'il avait ignorée. Chaque diagnostic technique était un coup dur à sa conscience, mais Adeline n'avait pas de temps pour la douleur de Duarte. Elle avait du travail à faire. De son sac à dos, elle sortit quelque chose qui fit écarquiller les yeux de plusieurs mécaniciens présents. Un système portable de filtration ultra fine avec pompe de transfert. Un équipement professionnel qui coûtait des milliers d'euros, quelque chose qu'on ne trouvait normalement que dans les ateliers spécialisés Volvo. Mon mentor Eric disait toujours, commenta-t-elle en connectant les tuyaux, que 80% des pannes hydrauliques se réparent avec de l'huile propre et de la patience. Je vais faire un rinçage complet du système, retirer toute l'huile contaminée, la nettoyer par filtration de 2 microns, nettoyer tous les composants internes et recirculer. C'est un processus qui prend du temps, mais ça marche. Et elle commença à travailler. Pendant 1h50, mes chers amis, cette jeune femme de seulement 21 ans fit ce que 3 ingénieurs certifiés n'avaient pas pu ou voulu faire.
les mains à l'intérieur de compartiments pleins d'huile chaude, graisseuse jusqu'au coude, avec le froid de l'automne francilien sur le dos, elle travaillait comme si c'était la seule chose qui comptait au monde. Elle changea les filtres primaires. Elle changea les filtres secondaires. Elle nettoya chaque valve de contrôle. Elle recalibra les pompes à déplacement en utilisant des manomètres de précision et des spécifications qu'elle connaissait par cœur. Elle ajusta les compensateurs de pression au couple exact, 45 Nm avec séquence en étoile. Les ouvriers commencèrent à l'aider sans que personne ne le demande. Ils lui apportaient des outils avant même qu'elle ne les demande. Ils tenaient des composants lourds pour elle. Ils lui passaient des chiffons propres. La moquerie s'était transformée en respect silencieux. Quand elle avait déjà travaillé pendant 2 heures, Adeline s'arrêta un instant. Elle regarda dans la direction où Duarte était resté agenouillé, le visage dans les mains. Et pour la première fois depuis qu'elle avait révélé qui elle était, elle lui parla directement. « Mon oncle me parlait de vous dans ses lettres, » dit-elle à voix basse mais claire. « Il disait que vous étiez un homme bien, un homme qui avait construit cette mine à partir de rien, un homme qui se souciait de ses ouvriers. Il disait qu'il vous considérait comme un ami. » Duarte leva la tête. Ses yeux étaient rouges et gonflés d'avoir tant pleuré. « Il disait aussi, continua Adeline, que les gens bien font parfois des erreurs terribles quand ils ont peur. Peur de perdre ce qu'ils ont construit, peur de ne pas avoir assez d'argent, peur de l'avenir. » Elle essuya la graisse de ses mains avec un chiffon. « Mon oncle m'a appris que les machines sont honnêtes, elles ne mentent pas. Si tu les entretiens, elles fonctionnent. Si tu les négliges, elles cassent. Mais il m'a aussi appris que les gens sont plus complexes, qu'ils peuvent apprendre, qu'ils peuvent changer s'ils ont le courage de reconnaître leurs erreurs. »« Pardon, dit Duarte. Pardon, Adeline. Ton oncle avait raison sur tout, et je l'ai ignoré parce que les coûts me semblaient trop élevés. Et maintenant, il est mort. Et 4 autres hommes sont morts aussi, par ma faute, par ma cupidité déguisée en nécessité. » Adeline le regarda longuement, et puis elle fit quelque chose que personne n'attendait. Elle s'approcha, s'agenouilla devant lui, et posa sa main graisseuse sur son épaule. « Mon oncle m'a aussi appris, » dit-elle avec la voix tremblante, « que les erreurs ne deviennent des leçons que si on a le courage de les accepter, et que le pardon est plus fort que la vengeance. » Duarte leva les yeux, n'arrivant pas à croire ce qu'il entendait. « Tu me pardonnes ?»« Non, » répondit Adeline sincèrement. « Ça fait encore trop mal. Mais je peux commencer à essayer. Si tu commences à changer les choses, si tu donnes un sens à la mort de mon oncle. » Elle se leva, essuya les larmes qui maintenant coulaient librement et retourna à la machine. « Maintenant, laisse-moi finir, dit-elle, parce que si je ne fais pas démarrer cette bête dans les 30 prochaines minutes, 340 familles vont souffrir. Et il y a eu assez de souffrance dans cet endroit. » Dans les 27 minutes suivantes, avec une concentration qui frisait le surnaturel, Adeline termina le travail. Elle reconnecta tout le système électrique. Elle vérifia chaque connexion 3 fois. Elle remplit le système avec de l'huile neuve et propre, regardant le liquide doré couler dans les tuyaux transparents de son équipement de filtration. Et finalement, les mains tremblantes d'épuisement et d'excitation, elle monta dans la cabine du L350H. Elle s'assit sur le siège du conducteur et tourna la clé de contact. Le moteur diesel rugit à la vie, un grondement profond et puissant qui résonna dans la poitrine de tous les présents. Adeline posa la main sur le levier de contrôle de mouvement, respira profondément et le poussa vers l'avant. Pendant 3 secondes interminables, rien ne se passa. Et puis, avec un grincement métallique qui se transforma en un mouvement fluide et puissant, les immenses chenilles du Volvo L350H commencèrent à tourner. La foule ne réagit pas avec moquerie cette fois. Ce fut une ovation debout. Un rugissement assourdissant qui résonna dans tout le site. Des hommes criaient, pleuraient, s'embrassaient, parce que cette machine en mouvement signifiait que leur travail était sauvé, que leur famille aurait de quoi manger, que la mine continuerait à fonctionner.
Et Duarte Boyer, agenouillé dans la poussière francilienne, pleura comme il n'avait jamais pleuré de sa vie. Pas de tristesse cette fois, de honte, de gratitude, de transformation, parce qu'il venait de témoigner d'un miracle, et ce miracle avait un nom, Adeline Colbert. Quand Adeline descendit de la cabine du L350H, les jambes tremblantes d'épuisement et de décharge d'adrénaline, ce qu'elle trouva était quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé. Plus de 100 ouvriers l'attendaient, formant un couloir humain, et quand ses pieds touchèrent le sol, tous, absolument tous, se mirent à applaudir. Mais ce n'étaient pas des applaudissements polis, mes chers amis, c'étaient des applaudissements qui jaillissaient du fond de l'âme. Des hommes rudes, avec des mains calleuses, applaudissaient, les larmes coulant sur leurs visages. Des hommes qui avaient des enfants qui les attendaient à la maison, des femmes inquiètes, des parents âgés qui dépendaient de leur salaire. Tous applaudissaient cette jeune femme qui venait de sauver non seulement une machine, mais 340 vies. « Ingénieur ! Ingénieur ! Ingénieur !» commencèrent-ils à scander. Et Adeline, submergée par l'émotion, ne pouvait que pleurer et sourire en même temps. Mais au milieu de toute cette célébration, il y avait un homme qui n'applaudissait pas. Un homme qui était resté à genoux dans la poussière, le visage marqué par le poids de 2 ans de culpabilité qui avait finalement trouvé son moment de vérité. Duarte se leva lentement. Ses jambes tremblaient. Il y avait de la poussière collée à son pantalon, à ses mains, à son visage, mélangée aux larmes séchées. Il marcha vers Adeline, se frayant un chemin parmi les ouvriers, et quand il fut devant elle, avec toute cette foule qui regardait dans une attente silencieuse, il fit quelque chose que personne dans cette mine n'avait jamais vu. Il s'agenouilla à nouveau, mais cette fois, pas de défaite, de supplication. « Adeline Colbert », dit-il avec une voix rauque mais ferme, assez fort pour que tous entendent. « Je veux que tout le monde ici soit témoin de ce que je vais dire. » Le silence était si profond qu'on pouvait entendre le vent d'automne siffler entre les machines. Il y a 2 ans, ton oncle Jacques est venu à mon bureau 137 fois. 137. Je le sais parce que j'ai trouvé son carnet après l'accident. Chaque visite documentée, chaque avertissement enregistré. Il m'a supplié d'implémenter des protocoles d'analyse d'huile hydraulique. Il m'a montré des calculs de coûts-bénéfices. Il m'a expliqué encore et encore que le coût de la prévention était une fraction du coût d'une panne catastrophique. La voix de Duarte se brisa, mais il continua. Et je lui ai dit non. Encore et encore, je lui ai dit non. Parce que les chiffres sur mon compte en banque me semblaient plus importants que les chiffres dans ces rapports techniques. Parce que je me souciais plus de payer des dividendes à mes investisseurs que de protéger la vie de mes ouvriers. Et à cause de ma cupidité, à cause de mon arrogance, 5 hommes sont morts. Ton oncle est mort. Le meilleur homme que j'ai jamais connu est mort par ma faute. Plusieurs ouvriers pleuraient ouvertement. Certains d'entre eux avaient des proches parmi les 5 morts. Tous avaient vécu le traumatisme de ce jour. « Je ne peux pas ramener ton oncle à la vie, » continua Duarte. « Je ne peux pas défaire mon erreur. Je ne peux pas effacer ces 2 années que tu as vécues sans lui. Mais je peux jurer ici, devant tous ces témoins, que sa mort ne sera pas vaine. Chaque avertissement qu'il a donné deviendra un protocole obligatoire. Chaque système qu'il voulait implémenter sera implanté demain. » Il sortit quelque chose de sa poche. C'était une clé, la clé de son bureau. Cette mine a besoin d'un superviseur de maintenance avec autorité totale sur tous les protocoles de sécurité. Quelqu'un que personne, pas même moi, ne peut ignorer quand un avertissement technique apparaît. Quelqu'un qui comprend que les machines sont honnêtes et les chiffres ne mentent pas. Quelqu'un avec le courage de ton oncle Jacques et le talent pour le soutenir. Il tendit la clé vers Adeline. « Je t'offre ce poste, avec un salaire de 6 000 € par mois, avec l'autorité pour arrêter n'importe quelle opération que tu considères dangereuse, avec un budget illimité pour la maintenance préventive, avec ma parole que plus jamais je ne placerai le profit au-dessus des vies. » Adeline regarda la clé, regarda Duarte, regarda tous les ouvriers qui l'observaient avec espoir dans les yeux. « Il y a une condition. »
dit-elle finalement à voix haute. N'importe laquelle, répondit Duarte sans hésiter. J'ai les protocoles complets que mon oncle a développés. Ils sont dans son carnet, celui que tu as trouvé. Mais j'ai aussi des protocoles additionnels des 3 dernières années que j'ai développés avec mon maître Eric chez le concessionnaire Volvo. Des protocoles de maintenance prédictive qui vont au-delà de l'analyse d'huile. Thermographie infrarouge, analyse de vibration, ultrasons d'épaisseur, surveillance du courant dans les moteurs électriques. Ses yeux brillaient de détermination. Si j'accepte ce poste, nous implantons tout ça. Et pas seulement ça. Nous formons tous les mécaniciens de cette mine à ces protocoles. Nous faisons de Vaujours une référence nationale en sécurité opérationnelle. Et nous établissons un fonds mémorial au nom de mon oncle Jacques et des 4 autres hommes qui sont morts. Un fonds qui offre des bourses d'études complètes à des jeunes, spécialement des femmes, qui veulent étudier l'ingénierie mécanique et la maintenance d'équipements lourds. Oui, répondit Duarte immédiatement. Oui à tout. Ce que tu as besoin, ce qu'il faut. Adeline prit la clé, et quand ses doigts la touchèrent, elle sentit quelque chose de chaud dans sa poitrine, comme si son oncle Jacques était là, souriant, lui disant qu'il était fier. Et puis quelque chose d'autre se passa. Maurice et Henri, les 2 contremaîtres qui avaient tant moqué, s'approchèrent la tête basse. Maurice, cet homme corpulent à la moustache épaisse qui avait fait tant de commentaires cruels, avait des larmes qui coulaient sur ses joues. « Ingénieur Colbert, dit-il avec la voix tremblante, nous n'avons aucune excuse pour ce que nous avons dit, pour comment nous vous avons traité. Nous sommes des idiots complets. » Henri, le maigre à la voix nasillarde, ajouta « Nous avons travaillé avec Monsieur Jacques, c'était un grand homme, et nous, mon Dieu, nous avons humilié sa nièce, la fille qu'il a élevée. Si vous acceptez de travailler ici, nous jurons d'être vos bras droits. Nous apprendrons tout ce que vous nous enseignerez, et nous ne sous-estimerons plus jamais quelqu'un à cause de son apparence. » Adeline les regarda longuement. Elle vit un regret authentique dans leurs yeux, et elle se souvint de quelque chose d'autre que son oncle lui avait enseigné, que tout le monde mérite une seconde chance s'ils sont disposés à vraiment changer. « J'accepte, dit-elle simplement, mais je vous préviens, mes standards sont extrêmement élevés, et je ne tolère pas la médiocrité. »« Nous ne vous décevrons pas, » promirent-ils tous les 2 à l'unisson. Et là, au milieu de la banlieue parisienne, sous le ciel gris d'automne, commença une transformation, non seulement de protocole et de machines, mais de cœur et de conscience. Parce que parfois, mes chers amis, il faut une fille de 21 ans avec les mains couvertes de graisse pour enseigner à des hommes adultes ce que signifie vraiment la dignité, le respect et le courage. 8 mois plus tard, mes chers amis, la banlieue parisienne s'éveillait sous ce silence profond que seuls connaissent les lieux où l'industrie cohabite avec l'histoire. Mais dans la mine de Vaujours, ce silence n'était plus celui du désespoir. C'était celui du but. Adeline Colbert, maintenant âgée de 22 ans, marchait entre les machines avec un porte-document dans une main et un analyseur de vibrations dans l'autre. Elle ne portait plus cette combinaison usée et élimée. Maintenant, elle portait un uniforme professionnel bleu marine avec le logo de Vaujours brodé sur la poitrine et en dessous, en lettres dorées, superviseur de maintenance prédictive. Mais ce qui avait vraiment changé, ce n'était pas ses vêtements, c'était son regard. Ce n'était plus le regard d'une fille essayant de prouver sa valeur. C'était le regard d'une professionnelle qui savait exactement sa place dans le monde. Derrière elle marchaient 12 mécaniciens, tous en uniformes identiques, tous prenant des notes pendant qu'elle expliquait l'analyse thermographique d'une excavatrice Caterpillar 390F. Vous voyez ce point chaud sur le roulement du bras hydraulique? Elle le pointa avec le thermomètre infrarouge. Température de 92 degrés, 30 degrés au-dessus de la normale. Qu'est-ce que ça nous dit, Maurice? Maurice Santerre, le même homme qui 8 mois auparavant se moquait d'elle en l'appelant gamine, répondit maintenant avec le sérieux d'un élève appliqué. Lubrification insuffisante ou contamination du roulement, ingénieur. Nous devons programmer une maintenance préventive avant une panne catastrophique. Exactement. Adeline sourit.
Il y a un an, ce roulement aurait cassé sans avertissement. L'excavatrice se serait arrêtée au milieu de l'opération. Perte de production de 8 000 € par jour. Coût de réparation d'urgence, 25 000 €. Mais avec la maintenance prédictive, le coût pour remplacer le roulement maintenant est de 1 500 € et 2 heures de main-d'œuvre programmée. Henri Conan, l'autre contremaître transformé, ajouta avec enthousiasme « Et risque zéro pour les opérateurs. C'est la partie la plus importante. » « C'est toujours la partie la plus importante, » confirma Adeline. En ces 8 mois, vos jours s'étaient complètement transformés. Les murs de l'atelier de maintenance, qui autrefois étaient laids et couverts de vieux calendriers et de peintures écaillées, affichaient maintenant des graphiques de tendance de température, des analyses d'huile et des certifications internationales. La mine avait obtenu la certification ISO 55001 en gestion d'actifs, une reconnaissance que seules les opérations les plus professionnelles du pays atteignaient. Et tout, absolument tout, avait commencé avec une jeune femme de 21 ans et un sac à dos lourd. Mais le changement le plus profond n'était pas dans les machines ou les protocoles. Il était dans les gens. Duarte Boyer avait vieilli de 10 ans en 8 mois, mais de la bonne façon. Les rides de son visage n'étaient plus seulement d'inquiétude et de culpabilité, mais de but. Il avait dédié chaque jour de ces 8 mois à corriger son erreur. Chaque euro gagné par la mine était réinvesti en sécurité et formation. Il avait vendu sa maison luxueuse à Paris et avait déménagé dans une plus modeste, destinant la différence au fonds mémorial. Cet après-midi-là, alors que le soleil commençait à descendre, peignant le ciel francilien de tons orangés et roses, toute la mine se réunit dans la zone centrale. 340 ouvriers, plus leurs familles, plus des représentants d'autres mines venus apprendre du miracle de vos jours. Plus de 600 personnes réunies pour un moment que beaucoup attendaient depuis 2 ans. Au centre, couverte d'un drap blanc, il y avait une plaque de bronze de 1,5 mètre de haut. Duarte monta sur une petite plateforme. Sa voix, amplifiée par un microphone, tremblait d'émotion contenue. Il y a 2 ans, 5 hommes extraordinaires ont perdu la vie dans cette mine. Jacques Colbert, Richard Moreau, Thomas Valancourt, Hugo Séverin et Mario Castellan sont morts parce que moi, en tant que propriétaire de cette opération, j'ai priorisé le profit au-dessus de leur vie. Parce que j'ai ignoré leurs avertissements. Parce que j'étais aveugle au danger. Parce que j'ai été un lâche face à la responsabilité. Sa voix se brisa, mais il continua. Je ne peux pas leur rendre leur mari, leur père, leur frère, leur fils. Cette douleur est irréparable. Mais je peux garantir que leur mort est un sens. Que plus jamais dans aucune mine de France, une autre personne ne meurt par négligence évitable. Il fit une pause, regardant directement les familles des défunts au premier rang. C'est pourquoi, avec le soutien total d'Adeline Colbert, nous avons établi la Fondation Jacques Colbert pour la sécurité industrielle et l'équité dans les métiers techniques. Cette fondation offrira des bourses d'études complètes, incluant logement et frais de vie, à 50 jeunes par an. 50 jeunes, avec priorité aux femmes qui veulent étudier l'ingénierie mécanique, la maintenance industrielle, l'opération de machines lourdes ou tout métier technique. Un murmure d'étonnement parcourut la foule. 50 bourses complètes par an représentaient un engagement de centaines de milliers d'euros. De plus, continua Duarte, Vaujours est devenu le premier centre de formation certifié par Volvo Construction Equipment en France. Nous recevrons des étudiants de tout le pays pour se former en maintenance prédictive de niveau international. Et la directrice de ce centre est, bien sûr, l'ingénieure Adeline Colbert. Les applaudissements explosèrent comme le tonnerre. Adeline monta sur la plateforme. Elle portait dans ses mains le carnet de son oncle Jacques, ce carnet usé où il avait documenté chaque avertissement, chaque protocole, chaque rêve d'une mine plus sûre. « Mon oncle Jacques », dit-elle avec une voix claire qui atteignait tous les recoins, grâce au microphone, « m'a appris que les machines sont honnêtes. Mais il m'a aussi appris quelque chose de plus important, que les gens peuvent changer. Que même les erreurs les plus douloureuses peuvent générer les transformations les plus profondes, que le pardon est plus puissant que le ressentiment.
Elle regarda Duarte, qui pleurait en silence. Il y a 8 mois, je suis arrivée ici pleine de douleur et de colère. Je voulais comprendre pourquoi l'homme qui m'a élevée est mort. J'ai trouvé des réponses, mais j'ai aussi trouvé quelque chose que je n'attendais pas. J'ai trouvé l'opportunité de transformer cette douleur en but, de transformer 5 morts tragiques en milliers de vies protégées. Elle se tourna vers la plaque couverte. C'est pourquoi les mots que j'ai choisis pour ce mémorial ne parlent pas de culpabilité, mais d'apprentissage. Maurice et Henri, avec une révérence cérémonielle, retirèrent le drap blanc. La plaque de bronze brillait sous le soleil couchant. Dessus étaient gravés les noms des 5 hommes morts en grandes lettres, et en dessous, les mots qu'Adeline avait choisis. Leur absence nous a appris que la sécurité n'est pas un coût, c'est une valeur. Leur mémoire nous guide pour que plus aucune vie ne soit perdue par négligence évitable. Reposez en paix, sachant que votre héritage protège des milliers. Le silence qui suivit fut sacré. Et puis, un par un, les épouses, les mères, les enfants des défunts s'approchèrent pour toucher la plaque, laisser des fleurs, pleurer et sourire en même temps. Parce qu'enfin, après 2 ans de douleur sans réponse, leur perte signifiait quelque chose. La veuve de Jacques Colbert, une femme de 60 ans qu'Adeline n'avait jamais rencontrée, sachant que son oncle avait divorcé des années auparavant, s'approcha d'elle avec des larmes dans les yeux. « Il serait si fier de toi, ma petite fille, » dit-elle en l'embrassant. « Si fier !» Quand le soleil disparut finalement derrière les collines de l'Île-de-France, vos jours brillaient avec des lumières LED de dernière génération installées pour permettre des opérations nocturnes sécurisées. Les machines, toutes impeccablement entretenues, reposaient en silence, attendant l'équipe de nuit. Et dans l'atelier de maintenance, sous une lumière fluorescente, un groupe de 12 étudiants d'école d'ingénieurs, dont 8 femmes, recevaient leur première leçon de maintenance prédictive de la professeure la plus jeune et talentueuse que la France ait vue depuis des décennies. Adeline Colbert avait 22 ans et toute une vie devant elle. Une vie dédiée à garantir qu'aucune autre famille ne passe par la douleur qu'elle a passée, que plus aucune machine ne tombe en panne par négligence, que le talent féminin dans les métiers techniques soit célébré, pas questionné. Et pendant qu'elle enseignait à ses étudiants à lire une analyse spectrométrique d'huile hydraulique, elle souriait, parce qu'elle savait avec une certitude absolue que son oncle Jacques était quelque part en train de la regarder, et qu'enfin, après tant de douleur, justice avait été rendue. Pas la justice des tribunaux et des punitions, mais la justice la plus profonde, celle d'apprendre des erreurs, celle du pardon qui transforme, celle du talent qui trouve sa place dans le monde sans que le genre, l'âge ou les attentes des autres importent. Parce qu'au final, mes chers amis, c'est ce que cette histoire nous enseigne, que le vrai courage n'a pas de genre, que la compétence ne connaît pas de préjugés, que les erreurs les plus terribles peuvent engendrer les plus belles rédemptions, et que parfois, une petite fille avec les mains couvertes de graisse et le cœur plein de dignité peut changer le monde entier. C'est l'histoire d'Adeline Colbert, la mécanicienne qui non seulement réparait des machines, mais aussi guérissait des âmes blessées et construisait un futur plus juste pour tous. Et voilà, mes amis de moteur et espoir. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Dites-moi en commentaire de quelle région de France ou de quel pays vous nous regardez et ce que cette histoire vous a inspiré. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous.